Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce dimanche 20 février, j'étais l'invité de CNews pour un débat qui portait sur vraiment énormément de thèmes. On a parlé du pouvoir d'achat tout à la fin de l'émission, on a parlé de l'Ukraine tout à la fin de l'émission aussi, on a parlé de wokisme, d'islamisme parce que c'était CNews et qu'il fallait bien parler de ça. Et on a parlé de la crise du Covid, c'est par ça qu'on a commencé et j'ai dénoncé de nouveau le pass vaccinal. Je vous laisse regarder cette émission et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. Soir info week-end avec Nathan Dever, agrégé de philosophie. Bonsoir Nathan, vous avez mis votre plus belle cravate ce soir. Exactement. Ça vous va très bien. Pierre Gentillet, maître, vous allez bien? Bien, oui. Antoine Léaumont, orateur national de la France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir Antoine. David Xavier Weiss, Bonsoir. premier adjoint LR au maire de Levallois-Perret. Merci d'être avec nous. Alors je vous préviens, on a énormément de thèmes ce soir. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on va balayer l'actualité du week-end, les moments forts. On va essayer de vraiment faire un long débriefing de tout ce qui a pu se passer ce dimanche, mais également samedi et vendredi. Le Covid, justement, retour en France, on ne va pas débattre là-dessus. On va regarder en revanche les chiffres de l'épidémie sur notre territoire. 59 000 cas positifs en 24 heures contre 87 000 le dimanche dernier et 3 fois moins quasiment qu'il y a 2 semaines. Vous le voyez, la preuve en images, cette épidémie qui est en train de faiblir fortement. Ça y est, le pic est passé. Oui, l'épidémie s'effondre, dit le ministre de la Santé, mais pas question de relâcher les restrictions. Messieurs, vous en pensez quoi? Moi, j'ai l'impression quand même que tous les pays autour de nous, ont desserré l'étau, que le pass vaccinal a été levé dans la majorité des pays européens, mais nous, non. On reste, on attend la mi-mars. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc Emmanuel Macron n'est pas officiellement candidat. On a l'impression qu'il y a une instrumentalisation du calendrier sanitaire. Avant, on avait des instrumentalisations du calendrier judiciaire. Aujourd'hui, c'est une instrumentalisation du calendrier sanitaire. C'est un peu étonnant. Il joue sur 2 leviers, la Covid et à l'international, l'Ukraine. On va voir ce que ça donne sur les deux champs. Oui, on a vu ça dans tous les pays. On pourrait faire un comparatif de la manière dont le Covid a été instrumentalisé par tous les chefs d'État avant les élections, que ce soit aux États-Unis, quand il y a eu les élections présidentielles, en Israël, etc. Et deuxième chose, c'est qu'en effet, le pass vaccinal est toujours présent. Bon, là, Véran a dit au moins le mot supprimer. Il a dit on va supprimer le masque. Mais je crois que c'est Gabriel Attal qui a dit aujourd'hui ou hier que ce pass vaccinal pourrait être envisagé l'année prochaine en cas de retour d'épidémie ou de prochaine épidémie. Donc vous êtes parti sur une décennie, mon cher. Oui, voilà, c'est la décennie sanitaire, le siècle sanitaire qui s'ouvre. Et c'est ça qui est problématique, c'est que cette vague disparaît, cette épidémie va être derrière nous très bientôt, mais nous rentrons, cela fera jurisprudence. Toutes les mesures adoptées depuis le début de cette crise feront jurisprudence et elles seront réadoptées à chaque fois qu'il y aura une nouvelle épidémie, c'est-à-dire bientôt, souvent. Je vais prolonger exactement ce que dit Nathan, c'est-à-dire que... Mais en anglais. En anglais, absolument pas. Mais c'est-à-dire que il faut être très vigilant. C'est-à-dire que là, on est dans une période de respiration. On voit les mesures qui progressivement sont en train de tomber. On voit que le port du masque à l'extérieur, qui était complètement absurde, est tombé partout, y compris pour les enfants, parce que c'était quand même assez absurde de laisser dans les écoles pour les enfants le port du masque à l'extérieur, sachant que partout, ce n'était plus obligatoire. Donc déjà, si vous voulez, les gens commencent à respirer un petit peu. Effectivement, moi je suis d'accord, on pourrait tout lever même maintenant, mais je voudrais quand même profiter du temps qu'on a là pour parler de ce pass vaccinal, ou en tout cas de la situation épidémique, pour vous dire ceci. J'ai bien entendu ce qu'a dit Gabriel Attal. Gabriel Attal a parlé non pas de suppression du pass vaccinal, il a parlé de lever. Les mots ont leur importance. Lever, ça signifie quoi? Ça signifie que la loi ne sera pas abrogée. Je vous rappelle que la loi sur le pass vaccinal, elle est prévue jusqu'au 30 juillet 2022. Ça signifie que si on décide de lever, on peut toujours reconduire s'il y a une nouvelle vague épidémique d'ici fin juillet. Et même, effectivement, dans les mots, dire lever, ça veut dire qu'on peut aussi avoir, à l'hiver prochain, si une loi est votée, peut-être pendant l'été, vous savez, là où il y a peut-être un peu moins de parlementaires et là où il y a un peu moins de mobilisation, à vrai dire, peut-être au moment où le premier pass sanitaire a été voté, je ne sais pas, en juillet 2022, on pourrait revoter un nouveau pass vaccinal. Et j'ai l'impression, quand on utilise cette expression de lever le pass, pour ça que moi entre guillemets, je milite plutôt pour qu'on utilise le terme abroger le pass vaccinal. J'ai peur, effectivement, qu'on aille dans une société où, tous les hivers, on aura un système de pass, effectivement pass vaccinal, qui est complètement absurde, je l'ai déjà dit, mais auquel pourra se greffer, je le dis, d'autres choses, hein, le pass écologique, le pass pénal, etc., etc. Donc, on change de société si on accepte
de parler de levée, il faut parler d'abrogation. Et pour aller plus loin, on risque de rentrer dans une société à la chinoise avec tout un ensemble de normes où on serait noté en fonction de... Bien sûr. Pas forcément noté, mais c'est la question que j'ai posée tout à l'heure à Benjamin Davido, qui est un infectiologue qui est ni enfermiste ni alarmiste. Mais je lui ai dit, mais imaginons qu'on entre dans cette société à l'asiatique où finalement le port du masque deviendrait la norme. Et le non-port du masque lors des épidémies, et pas forcément de Covid, ça peut être pour la grippe. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de vague de grippe cette année, parce qu'il y avait les gestes barrières, parce qu'il y avait le masque. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine dans les entreprises? Vous croyez que un salarié, il ne va pas dire « mais moi, j'ai pas envie d'avoir la grippe de Monsieur Léaumont ». Monsieur Léaumont, mettez votre masque, s'il vous plaît. Non, mais peut-être que les comportements... Il l'abroge, Jean-Luc Mélenchon, ou pas? Bien sûr, c'est ce que j'allais vous dire. C'est page 72 de notre programme. Si vous voulez vraiment abroger les lois sur l'état d'urgence sanitaire et le pass sanitaire, je vous le dis, c'est page 72 du programme, donc vous avez un candidat au moins avec lequel vous avez la certitude que ce type de loi ne reviendra pas, mais pour une raison simple, c'est parce que c'est inefficace. En réalité, le pass sanitaire crée un faux sentiment de sécurité, précisément parce que c'est basé sur la vaccination, et Gabriel Attal lui-même, décidément il raconte beaucoup de bêtises, Gabriel Attal lui-même avait dit que le pass sanitaire ne servait à rien si on constatait que... C'est pas celui qui en dit le plus, hein, comment pour le coup. C'est pas celui qui en dit le plus, mais sur ce coup-là il avait dit une bêtise, parce qu'il avait dit que le pass sanitaire était inutile si jamais la vaccination n'empêchait pas la contagion, parce que précisément c'est à ça que ça devrait servir, si jamais effectivement ça l'empêchait pleinement. Bon, donc nous l'abrogerons, mais pour revenir à ce que vous disiez, moi je pense que les comportements individuels vont changer, parce que désormais on se dira, et c'est un comportement humain de se protéger soi et de vouloir protéger les autres, que quand il y a une épidémie de grippe, de n'importe quoi, de ce qu'on veut, il est mieux de mettre un masque pour éviter de la transmettre aux autres. Mais le vrai problème, c'est qu'on ne traite pas les causes profondes de ces pandémies. Mais qu'il soit mieux ou moins bien, c'est un fait, mais qu'on nous oblige à porter le masque pendant une avion. Moi je suis contre qu'on nous oblige, moi je suis pour que les gens fassent leur choix individuellement. Mais juste très court, on ne traite pas les causes des pandémies, parce que les élevages intensifs vont être les fournisseurs des prochaines pandémies avec ces zoonoses, et nous proposons de les fermer. Bon. C'est là d'ailleurs. Je vous rappelle que nous avons 9 thèmes. Allez-y. Excusez-moi, c'est vrai qu'en fait, souvenez-vous, on nous a dit. Vous vous rappelez cette petite musique, on disait il reste encore tel pourcentage de gens non vaccinés. Comme si on arrivait demain à 100% de personnes vaccinées, l'épidémie s'éteignait grâce à la fameuse immunité collective. On sait maintenant qu'il y a un réservoir animal où l'épidémie circule. Donc à moins de vacciner absolument tous les animaux de la Terre, je veux dire... Il faut arrêter. Le vaccin et toutes les mesures de protection doivent être des mesures de protection individuelles. Ce qui veut dire que ce pass et ses obligations ne doivent pas s'appliquer. Vous donnez des idées au labo, là, qui vont vouloir vacciner les animaux, ça va être leur On avance. La politique, à présent, on est à 12 jours, non pas du premier tour de la présidentielle, puisque c'est le 10 avril, mais à 12 jours de l'officialisation des candidatures. À 18h, le 4 mars, le Conseil constitutionnel valide donc votre billet pour la présidentielle. Vous avez 500 signatures. C'est parti. Bienvenue à bord. Vous n'avez pas 500 signatures, vous restez sur le tarmac. Bon, vous allez voir un peu ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que vous avez par exemple Emmanuel Macron qui n'est pas encore déclaré candidat mais qui a déjà ses 500 signatures. Vous avez des candidats, notamment à gauche, sans les citer, qui ont leurs 500 signatures et qui n'ont même pas les 5%. Et vous avez d'autres candidats qui sont dans une véritable galère pour avoir ces 500 signatures. Écoutez, et là c'est super, David Lisnard, qui est le président de l'Association des maires de France et qui lui milite pour que les principaux candidats aient leurs 500 signatures. David Lisnard est un maire LR, les Républicains, et il a donné son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Écoutez. Je pense qu'il est important de prendre une initiative qui ne peut pas être celle de l'AMF, je parle en nom personnel, pour montrer que les parrainages ne valent pas soutien et qu'il faut veiller à la libre expression démocratique et républicaine. Sinon, nous allons vers une explosion civique qui amplifiera la crise civique dans laquelle nous sommes, et nous pourrions avoir même des expressions de violence. C'est pourquoi j'ai décidé de parrainer le candidat dont je suis le plus éloigné, puisque je suis classé à droite, qui est Jean-Luc Mélenchon. Je combats ardemment ses convictions, ses idées et ses valeurs, mais il doit pouvoir concourir. Je lui apporterai mon parrainage, et je pense que tous les élus qui peuvent parrainer, il n'y a pas que les maires, il y a tous les députés, tous les sénateurs, tous les députés européens, tous les conseillers régionaux, tous les conseillers départementaux doivent faire en sorte que l'ensemble des candidats représentatifs puissent concourir. C'est une question de responsabilité et d'unité civique et d'esprit républicain.
Voilà. Très, C'est pas compliqué en fait. Très Non, juste. mais bravo, mais Il a raison de pointer le risque d'une expression qui soit pas une expression démocratique. Parce que des gens qui ne pourraient pas être représentés dans cette élection pourraient le prendre d'une manière très agressive, je pense. Et son geste est un geste qui est républicain pour le coup. Encore une fois, aujourd'hui, Anne Hidalgo, 3% dans les intentions de vote, a ses 500 signatures. Le bloc Zemmour, Le Pen, 30% d'intention de vote, n'ont pas leur qualification pour le premier tour. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal à chaque fois de stigmatiser 30% de l'électorat français. La publicité, on revient, on continue. On va entendre Olivier Véran. Vous pensez qu'il a eu le même discours que David Lisnard? Non, il est un peu déconnecté. On va le voir. On était en train de parler des parrainages. On a entendu David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, qui donne son parrainage à Jean-Luc Mélenchon, alors que David Lisnard est un responsable politique des Républicains. Donc ça, c'est l'option 1, c'est l'option républicaine de dire, bah voilà, il faut donner le parrainage à tous les candidats et surtout ces candidats qui sont en train de monter, qui sont à plus de 10% et qui passent des heures et des heures à essayer de convaincre les élus d'avoir le parrainage possible et d'avoir ces 500 signatures, car nous sommes à 12 jours très précisément de la clôture. Ça, c'est l'option 1. Voici l'option 2, ministre de la Santé, Olivier Véran. Je note que s'il n'arrive pas à avoir de parrainage, c'est qu'il n'arrive pas à convaincre les élus locaux de les parrainer. Ça veut dire qu'ils ne font pas envie aux élus locaux, qu'ils leur disent « moi je ne suis pas prêt à vous faire confiance ». Le système de parrainage est un système démocratique qui fait que tout le monde ne peut pas être candidat à une élection présidentielle. Pour l'être, il faut requérir la confiance de 500 élus eux-mêmes par le peuple. Je considère que toutes celles et ceux qui ont vocation à représenter une partie des Français devraient pouvoir le faire. Donc nous verrons, c'est pas la première fois, tous les 5 ans, une semaine ou 10 jours avant la date fatidique, il y a un candidat qui dit qu'il a passé 500 parrainages, etc. Vous en pensez quoi, Pierre Gentier? Je pense qu'il se fout de nous, mais bon, il a un peu l'habitude de le faire, donc je veux dire, faut quand même. Je pense qu'il a conscience que ce qu'il dit est une énorme bêtise. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les maires ne parrainent pas des gens qui ont un potentiel de, je sais pas, 10, 15, 20%. Tout simplement parce qu'il y a, on le sait, une pression qui est exercée par les acteurs départementaux, régionaux, pour parler français. Un maire qui parraine, je sais pas, moi, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, ou quelqu'un qui n'est pas de la même couleur que le département, et bien le département peut dire, écoute, tu voulais une subvention pour ta piscine, et ben tu l'auras pas cette année parce que tu as mal géré, d'autant que maintenant c'est, avec la réforme de François Hollande, totalement transparent. Donc, si vous voulez, enfin, là-dessus, c'est Hollande qui a dénaturé le système. Je sais ce que vous allez dire. Oui, oui, pardon, excusez-moi, je crois que vous alliez reprendre autre chose. Mais tout à fait, il a dénaturé le système. Moi, je pense que le système, si vous voulez, à l'origine, c'était sans parrainage. Le général de Gaulle l'a institué pour éviter qu'il y ait quelques zozos qui se présentent à l'élection présidentielle. Bon, je veux dire, ça a fait son temps. On est passé de 100 à 500 parrainages. Maintenant, c'est transparent. Je veux dire, c'est bon. Moi, je vais vous dire, à mon avis, il y a une solution à ça. À mon avis, on ne peut pas abroger totalement. On pourrait revenir à 100 parrainages. C'est une bonne idée. Ensuite, là, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est vrai qu'il serait scandaleux qu'un candidat comme Éric Zemmour, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon ne puisse pas se présenter faute de parrainage. Je vais vous dire, la solution, ça va vous surprendre. Pour cette fois-ci, il faut peut-être partager la richesse. C'est-à-dire que je vous regarde Antoine Lemont, évidemment. Mais Anne Hidalgo, elle a 800 parrainages. Bon. Elle peut peut-être en donner 200, 300, peut-être aller convaincre quelques maires. Il y en a même plus. Jean-Luc Mélenchon, pardon. Emmanuel Macron, il a 1500 parrainages. Valérie Pécresse, on va 1800. revoir la liste. Il pourra en donner 100, 200. Eh ben, écoutez, pourquoi pas. Je dis ça sous forme de boutade. Assez surprenant. Il y a quand même un Nous, on a une autre proposition. Bon, avant d'avoir la proposition de la France Insoumise, on redécouvre, c'est 1900 signatures officielles. 1345 officielles. Anne Hidalgo qui est à 3% dans les sondages, 1074. Écoutez, le maire de Clamart, les Républicains, Jean-Didier Berger, qui était l'invité de CNews ce matin. Ce n'est pas au moment de jouer qu'on change la règle du jeu, ça c'est la première chose. Deuxièmement, je constate que dans l'histoire, jamais cette règle n'a empêché un candidat sérieux de se présenter. Il y a des tas de petits candidats qui ont réussi à avoir leur parrainage. Donc si vraiment ceux qui prétendent représenter le pays ne sont pas capables d'avoir 1% des élus locaux qui les soutiennent, à ce moment-là, il faut qu'ils arrêtent. À ce moment-là, il faut qu'ils arrêtent. Vous lui dites quoi à votre confrère, les Républicains, David Weiss? Non, mais autant je partage plein de choses avec Jean Didier, souvent plein de points communs. Là-dessus, je pense qu'on devrait effectivement faire une bourse, une cagnotte des parrainages pour aider les candidats, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Zemmour ou Le Pen, à passer cette barre des 500 parrainages. Effectivement, nous en avons... ça peut être pas mal aussi d'avoir la même ligne dans le même parti. Non, mais c'est bien d'avoir... Enfin, nous, on n'est pas chez Staline, hein, on n'a pas une seule pensée. Non, c'était d'avoir une ligne claire, c'est pour ça. Non, mais
C'est une question qui vient de se poser. C'est-à-dire qu'on avait jusqu'à présent, on n'a jamais eu trop ce souci pour les gros candidats. Jean-Luc Mélenchon n'a pas eu de souci la dernière fois. Marine Le Pen peine souvent, sans mauvais jeu de mots, peine souvent à les avoir, mais in fine, elle les a. Là, aujourd'hui, vous avez un bloc de l'extrême droite qui est aujourd'hui qui a explosé avec 2 candidats. Et donc, c'est plus compliqué. Les parrainages sont plus difficiles à avoir. C'est cette transparence, effectivement, qui donne l'impression aux maires que ça va être un soutien et ensuite justifié auprès de leurs administrés qui sont parfois de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, de tout ce qu'on veut. C'est un peu difficile de dire j'ai soutenu un tel. Combien de promesses de parrainage? Nous, on en est à 370 et des promesses de parrainage, on en avait un tout petit peu plus de 500, mais on sait qu'en général, on est un peu en dessous parce qu'il y a des gens qui se rétractent ou qui font. Vous êtes à 12 jours. Il y a de l'officialisation. Nous, on avait une proposition qui était assez simple, c'est de garder ce système des 500 parrainages éventuellement, mais de mettre à côté un parrainage citoyen de 150 000 citoyens qui puissent donc parrainer un candidat à l'élection. Alternatif, l'un ou l'autre. Okay. Et on a proposé. C'est pas énorme, 150 000. Bah, quand même, il faut déjà les chercher, faut déjà les trouver. Et on a proposé ce système à l'Assemblée nationale, ça a malheureusement été repoussé par la majorité En Marche. C'était assez avant l'élection présidentielle pour que ça puisse être adopté et que ça règle ce problème-là. On voit que, encore une fois, on avait proposé une solution d'intérêt général qui n'a pas été adoptée. Qui serait en plus dans la logique de la Constitution de la Ve République, parce que c'est le peuple qui vote pour le président de la République. À la base, le général de Gaulle avait mis ce seuil des 100 parrainages. C'est simplement pour, effectivement, couper les candidatures un peu on avance un tout petit peu. On écoute Nicolas Dupont-Aignan et ensuite votre réaction, Nathan Devers. Beaucoup de maires, pas les maires, ça veut rien dire, mais beaucoup d'entre eux qui parrainaient avant ne veulent plus parrainer aujourd'hui. Et ça, je crois, ça illustre le malaise local qu'il y a, la puissance des intercommunalités. Vous savez, on a regroupé, et ça j'étais contre, les maires dans ces espèces d'immenses intercommunalités féodales. C'est le retour du féodalisme en France. Et moi j'ai eu des maires qui m'ont dit, je vote, il y en a un qui m'a dit même, s'il y a une voix dans le village pour vous, ce sera la mienne, mais je vous parraine pas. Mais vous allez y arriver? Je sais pas, il m'en manque entre 20 et 30, un peu moins, 20. Mais 20, c'est 20. Il est moyenâgeux ce format, Nathan Devers? Alors, 2 choses. Moi, premièrement, je suis pour l'anonymat dans ce genre de situation, parce que si on pousse la logique de la transparence, on pourrait imaginer de rendre public les votes. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais vous voyez bien, je pense qu'il est essentiel de préserver le secret dans toutes les institutions qui entourent une élection présidentielle. Cela étant, les députés, leur vote est public. Les votes des lois. Attendez, non, le vote à la présidentielle. L'élection présidentielle. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une crise de la représentation politique en général, qui est durable, qu'on a vu avec les Gilets jaunes, qu'on a vu avant et qui continuera sans doute. Et donc, pour ma part, je serais pour qu'il y ait un parrainage hybride, qui soit un mélange d'élus locaux et un mélange de citoyens. Parce que, si vous voulez, ça permettrait d'avoir une représentation politique, de ne pas l'abroger, mais de casser la frontière entre les citoyens actifs et les citoyens passifs qui existent depuis CIS en France, depuis la Révolution française. Il manque quelques philosophes, je crois, à la France Insoumise. Vous partagez cette position. J'ajoute un petit truc sur le 4 mars. Avant d'ajouter, on va écouter Philippe Ballard, porte-parole du Rassemblement National. Dernier témoignage et ensuite votre réaction, Antoine Léaumont. Je vais jouer carte sur table. Vous voyez, avant de rentrer en studio, il y a Laurent Jacobelli qui est chargé des parrainages pour Marine Le Pen, qui m'a envoyé un texto en me disant Marine souhaite que lundi, tous les membres du Bureau National et les figures, parole connue, passent leur journée à téléphoner aux maires. Moi, j'ai passé ma journée de mardi, je suis allé dans l'Oise, et une grande partie de ma journée de vendredi à téléphoner à des maires. J'en ai eu 45, soit alors secrétariat, soit les maires directement, 0 parrainage. Voilà. Et ce qu'ils nous disent, c'est pression. Alors, il y a des pressions de l'intercommunalité, des communautés de communes qui, à propos des subventions, font pression sur ces maires. Et d'ailleurs, j'étais en débat avec Bruno Kettel, qui est un député LaREM, qui abondait dans mon sens, comme quoi ça peut arriver, qui disait que pour les maires qui souhaitaient parrainer ou qui avaient parrainé Emmanuel Macron, il y avait eu des pressions parce que les communautés d'agglo étaient tenues par des LR, par des PS. Je pense qu'il faut sortir de ce système. Nous on est à 366 validés pour Marine Le Pen par le Conseil constitutionnel et on n'est pas à 500, on est à 430 promesses. Voilà, on est loin du compte. Antoine Léaumont, nous sommes le 1er mars 2022. Jean-Luc Mélenchon a donc ses 500 signatures officielles. Ok. Et ses 500 parrainages. Marine Le Pen en a 470. Est-ce que vous appelez les maires à parrainer Marine Le Pen pour qu'elle puisse
participer à la campagne Nous, présidentielle. on appelle à parrainer tous les candidats qui sont candidats à l'élection présidentielle. Marine Le Pen, C'est clair. Marine Le Pen, pas spécialement, mais je pense là, c'est moins clair. je pense que notre choix se redirigera plutôt vers ceux qui sont à gauche et qui n'ont pas forcément de Je parle de Marine Le Pen, là. Mais voilà, en tout cas, moi je pense que tous les candidats doivent pouvoir être candidats à l'élection présidentielle et nous avons toujours dit que Marine Le Pen, il fallait la combattre dans les urnes. Donc pour la combattre dans les urnes, il faut qu'elle puisse être candidate. Voilà. Par contre, je veux juste dire un truc, c'est que le 4 mars, c'est une autre date importante. C'est la date de la fin de l'inscription sur les listes électorales. Et je le dis pour nos téléspectateurs en ce moment, vous avez donc jusqu'au 4 mars pour vérifier votre situation électorale, particulièrement si vous avez déménagé. On ne le sait pas toujours, mais quand on déménage, c'est pas automatique le transfert de l'inscription sur les listes électorales. Et à l'heure actuelle, dans notre pays, il y a 13 millions de personnes qui sont pas ou mal inscrites sur les listes électorales. Pas inscrites, c'est pas du tout inscrite. Mal inscrite, c'est je fais mes études, je sais pas où, à Paris par exemple, mais je viens de Châteauroux, par exemple, c'est mon cas. Enfin, c'était mon cas. Et ben, il faut faire le transfert pour pouvoir voter dans le lieu où on habite. Eh bien, je vous remercie, Antoine Léaumont. Il y a eu beaucoup de déménagements à cause de la Covid et de transfert de grandes agglomérations urbaines vers la province. Et je vous remercie, Antoine Léaumont, parce que c'était une information très importante et je pense que c'est un vrai sujet, ces cartes électorales. Et je pensais que vous alliez annoncer le 4 mars prochain un grand meeting. Alors évidemment, l'officialisation des parrainages, c'est important, mais le 4 mars, Jean-Luc Mélenchon a un meeting à 300 mètres au-dessus de la Tour Eiffel. Un meeting sur Mars. Voilà, un meeting sur Mars. On avance un petit peu, on continue. Tiens, Jean-Luc Mélenchon, transition parfaite. Pourquoi ? Parce que c'est la réaction du week-end, la déclaration du week-end, la plus inattendue peut-être. Jean-Marie Le Pen, qui salue la campagne de Jean-Luc Mélenchon, le candidat LFI, est à 10% dans notre dernière balise OpinionWay pour CNews. On écoute Jean-Marie Le Pen qui dit Jean-Luc Mélenchon, il est plutôt bon. Ah, Mélenchon, lui, a le gabarit présidentiel. Il est capable de s'aligner avec les premiers parce qu'il a en effet la culture, le talent, la conviction. C'est un candidat réel, Mélenchon. On peut aimer ou ne pas aimer, mais il faut reconnaître qu'il a du gabarit. Et alors, c'est un bon soutien ? Plus qu'un soutien, c'est pas un soutien, mais en tous les cas, objectivement, il dit on peut l'aimer, pas l'aimer. Je pense qu'on sait quelle est l'opinion de Jean-Marie Le Pen vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Néanmoins, il dit qu'il a le gabarit pour devenir président de la République. Et de fait, de plus en plus de gens semblent partager cet avis-là. On a vu, il a fait un débat récemment, Jean-Luc Mélenchon, avec le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Et même moi, ça m'a surpris que le président du MEDEF dise si Jean-Luc Mélenchon est président de la République, il dit même quand Jean-Luc Mélenchon sera président de la République, ce qui me fait particulièrement plaisir, il dit ce ne sera pas le chaos, c'est quelqu'un qui a travaillé, j'ai lu son programme, c'est un programme qui est complet, etc. Donc on voit qu'il y a désormais plusieurs personnes qui ne sont pas forcément de notre bord qui donnent à Jean-Luc Mélenchon une stature présidentielle. Moi je m'en réjouis. Quelques réactions ? Je suis assez d'accord, c'est-à-dire que incontestablement, et je ne suis pas tout à fait de l'opinion de Jean-Luc Mélenchon, mais incontestablement, c'est le meilleur orateur en France. Mais c'est un homme politique à l'ancienne, c'est-à-dire il a un français exceptionnel. Moi, je trouve qu'il parle très bien, il s'exprime très bien, il a une très bonne élocution. Effectivement, sur son programme et sur les différents sujets, moi, je l'ai entendu parler encore il y a quelques jours à la Sorbonne, il arrivait à jongler de thèmes très, très, très différents. Donc, c'est vrai qu'il impressionne. Oh, mais ça, c'est la forme. Mais moi, ça me surprend pas. Et le problème, c'est le fond. Mais en fait, justement, on ne parle pas du fond. Non, mais même, encore que sur le fond, non. Parce que on va venir sur un point, par exemple, sur l'islamisme. Sur le fond, il y a l'accord et le désaccord. Sur le fond, il y a deux choses. Il y a reconnaître que son adversaire a travailler, et ça, vous voyez, sur le fond, c'est un programme construit. Ensuite, être en désaccord, mais je pense que Jean-Marie Le Pen est en désaccord, je pense que le président du MEDEF... Je parlais de Jean-Luc Mélenchon plus que Jean-Marie Le Pen. Pendant la perquisition et ses réactions sur les plateaux télé contre la police, pour moi, me font effacer peut-être toute la forme qu'il peut avoir. Effectivement, c'est un bon tribun, mais enfin, c'est quand même sur le fond quelque chose de très dérangeant. Mais sur le fond, on peut retenir des choses positives sans pour le reconnaître des mérites, sans pour autant épouser ses opinions. C'est tout. Et par-delà son éloquence, on peut faire les deux. Par-delà son éloquence, sur le fond, il porte une candidature avec des idées, avec un programme qui est constant par rapport à 2017, qui fait réfléchir, qui se projette vers l'avenir. On peut le partager ou ne pas le partager, mais c'est pas une candidature de communicant. Il y a quand même une sorte de alors radicalisation, c'est peut-être un peu dur, mais sur des thèmes, sur la police, sur la
la sécurité, sur l'islam, le Jean-Luc Mélenchon de 2017 était encore un peu plus à gauche en 2022, j'ai l'impression. Amine El-Bailly, on avance un petit peu et justement c'est la thématique puisque Amine El-Bailly, j'imagine que vous le connaissez tous, avocat en droit public, c'était en fait le lanceur d'alerte dans ce reportage sur l'islam, les dérives de l'islam radical en France. Il est depuis menacé, ça fait un mois que ce reportage a été diffusé. Il était notre invité aujourd'hui, Amine El-Bailly. Il faut dire que sa vie a été bouleversée par son témoignage, puisque aujourd'hui il ne peut pas se déplacer dans la rue sans avoir de personnes de policiers pour le protéger. Écoutez sa réaction justement. Aujourd'hui, moi je me rends compte qu'il y a 6 ans, nous étions tous Charlie. Et nous nous étions promis, souvenez-vous, sur la place de la République à Paris, de parler de ces sujets, de ne plus mettre, comme le faisaient auparavant les socialistes, la poussière sous le tapis. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que c'est le pas de vague qui a repris le dessus. Combien de journalistes dans votre profession se font relire dans leur rédaction par leur rédacteur en chef avant de publier un article ? Combien de responsables politiques doivent aujourd'hui mesurer, mâcher leurs mots Aujourd'hui, je regrette, par exemple, que M. Mélenchon ne tienne plus le discours qu'il tenait il y a 30 ans et qu'il a trahi le texte de Charb. Alors, on écoutera sa réaction sur son quotidien, ce qu'il vit depuis qu'il est sous protection policière. Là, il parlait de la gauche qui est parfois bien trop silencieuse pour combattre l'islam radical. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va commencer avec vous, David Weiss. Complice, silencieuse, c'est une chose. Complice, c'est pire. On le voit bien, les dérives d'une gauche qui cautionne, qui localement s'est associée souvent pour avoir quelques voix et gagner quelques voix sur le terrain, avec des gens peu recommandables et avec des gens fichés S. Et là, il y a un vrai souci. Effectivement, on a une gauche qui s'est dévoyée. On a aussi quelques rares élus de droite qui l'ont fait. Je dis pas que c'est seulement à gauche, mais une grande majorité d'élus de gauche se sont dévoyés depuis 30 ans. Oui, moi je partage pas ce qui est dit et j'aimerais bien qu'on me le prouve que Jean-Luc Mélenchon a changé de discours parce que c'est pas le cas. Jean-Luc Mélenchon a toujours eu une vision de la laïcité qui est chacun peut avoir sa religion et il faut être indifférent vis-à-vis des religions. Par contre, il y a un problème qui est celui de l'islamisme. En mars 2015 sur KTO, Jean-Luc Mélenchon disait que le voile est un signe de soumission. Non, c'est mars 2015. Peut-être que sur ce point-là, il a changé. Mais février 2017, il compare le voile à un chiffon sur la tête. Précisément parce qu'il disait ça en disant qu'il faut y être indifférent. Mais par ailleurs, dans toutes les religions, vous avez des éléments de soumission des femmes qui sont associés à toutes les religions. Moi, si vous voulez, les gens qui font ce choix-là, ils font ce choix-là, mais depuis leur point de vue, vis-à-vis de leur religion et de leur rapport à Dieu. C'est dans la religion et dans le Coran, c'est un signe de soumission à Dieu davantage qu'à quoi que ce soit d'autre. Néanmoins, toutes les religions. Non, mais juste pour aller jusqu'au bout. Est-ce que c'est ça le problème central ? Non, la question c'est l'islamisme. Et l'islamisme, c'est un problème réel. C'est-à-dire le fait que certaines personnes utilisent l'islam comme un objectif politique. Pourquoi ? Pour essayer de diviser les Français entre d'un côté ceux qui seraient les musulmans, pour faire un bloc de les musulmans seraient tous des islamistes, etc. Et de l'autre, les autres. Mais ça, c'est le même rapport qu'essaye de faire l'extrême droite. La difficulté, c'est pour ça qu'on mettait... C'est le même rapport qu'essaye de faire l'extrême droite. Diviser les Français entre musulmans et les autres, c'est ce que fait l'extrême droite. L'extrême droite a soutenu Amine El-Bailly lorsqu'il était menacé. Mais moi aussi, et a condamné. Ce que vous appelez l'extrême droite. Attendez, je termine. La difficulté sur cette thématique-là, plus que l'islam radical, tout part d'un reportage. Un reportage qui a été travaillé pendant, je crois, près de 3 ans. Attendez. Qui est préparé pendant près de 3 ans. Dès le début de ce reportage, il est expliqué par la journaliste que ce n'est pas évidemment l'ensemble de la communauté musulmane de France qui est pointé du doigt, mais que dans cet islam, il y a des dérives et il y a ce qu'on appelle l'islam radical qui est en train d'exploser sur notre territoire et notamment à Roubaix. Le lendemain de cette déclaration, de ce reportage, tout le monde en a parlé et effectivement il y a une partie de la gauche qui a refusé de voir en quelque sorte cette réalité et a préféré dire ce reportage stigmatise
Les Roubaisiens. C'est je peux vous donner le soutien pour Ophélie Meunier qui vit sous protection judiciaire. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Je suis pas d'accord avec le fait que quelqu'un soit menacé de mort pour quelque raison que ce soit. Je suis pas d'accord quand c'est quelqu'un qui fait un reportage sur Roubaix, même si je trouve que le reportage est extrêmement critiquable. Je suis pas d'accord non plus quand c'est Jean-Luc Mélenchon ou quand c'est Christophe Castaner qui sont menacés par des gens d'extrême droite d'un attentat terroriste. Voilà. Moi, j'ai un problème avec les gens qui, de toute façon, utilisent la violence en politique. Mais je vais aller jusqu'au bout de ce que je disais tout à l'heure. Les islamistes et l'extrême droite sont les deux faces d'une même pièce qui essaient de diviser le peuple français, entre d'un côté ceux qui seraient de la religion musulmane, et justement ils essayent de faire un bloc d'ensemble en disant tous les musulmans sont des islamistes, et voilà, et de l'autre côté les autres. Et moi, je suis partisan au contraire de l'unité nationale. Et pour faire l'unité nationale, il faut refuser la logique dans laquelle et les islamistes et l'extrême droite essayent de nous insérer. Pour l'unité nationale, il faut défendre aussi les personnes qui sont menacées de mort. Je vais aller jusqu'au bout, c'est ce que je viens de faire, qui est de mettre dans le même sac tous les musulmans en disant qu'ils seraient tous des islamistes. Nathan Devers et ensuite Pierre Gentil. Bon, déjà mon soutien à Amine El-Bailly et à tous les gens qui sont menacés de mort à la suite de ce reportage et à tous ceux qui le sont de base. Je pense que sur ce sujet, en effet, il y a un état de confusion totale sur la question de l'islam, de l'islamisme, du terrorisme. On mélange absolument tout et on est incapable d'avoir un discours, je trouve, qui est spécifique et qui est ciblé. J'aimerais rebondir sur ce que vous disiez sur le voile, par exemple. Parce que c'est une chose, moi je l'avais dit une fois et je m'étais pris plein de messages de gens qui me disaient « Oh là là, mais c'est n'importe quoi ». Oui, le voile, par exemple, est une réalité qui existe dans les 3 religions monothéistes. On peut relire Saint Paul, l'Épître aux Corinthiens, c'est écrit noir sur blanc. Les hommes sont soumis directement à Dieu, les femmes sont la gloire des hommes et donc elles doivent se voiler. C'est écrit dans Saint Paul, où elles doivent se raser la tête. Juifs, je suis désolé. Voilà. Dans la religion juive, les femmes mariées sont obligées de se voiler. Elles le respectent si elles pratiquent. Et dans l'islam, c'est également le cas. Donc ensuite, à partir de cacher leur chevelure, mais y compris avec une perruque, c'est-à-dire. On peut rentrer dans les détails théologiques, mais écoutez, les grands décisionnaires rabbiniques. J'ai l'impression qu'on s'écarte quand même un peu du sujet. Je vous donne un exemple, c'est très important. Et dire que les femmes voilées, dire que le voile est un signe de soumission pour les femmes, c'est passer totalement à côté de ce qu'est la réalité religieuse. C'est-à-dire que... Non, mais il y a une réalité religieuse et puis il y a une religion dans ses dérives qui devient une religion qui est politisée. C'est ça le problème. Naturellement, dès lors que le voile devient contraint, c'est-à-dire dès lors qu'une femme n'a plus la liberté d'enlever son voile ou de ne pas le mettre, à partir de là, elle est soumise, c'est une chose. Mais dire que le voile est un instrument de soumission, c'est passer vraiment à côté de ce qu'est une religion. Oui, mais là, c'était important de le rappeler, mais je pense qu'on passe à côté du non, sujet. Je pense pas, c'était Amine El-Bailly qui expliquait que au lendemain de ce reportage, lorsque en quelque sorte le grand public avait vu la réalité des dérives islamistes dans certains quartiers de France et notamment dans cette rue à Roubaix, il avait le sentiment, la sensation qu'une partie de la classe politique était silencieuse et préférait dire « Attendez, là on est en train de stigmatiser les Roubaisiens ». Pierre Gentil. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce qui a été dit ici par Antoine Léaumont parce que on parlait du déni de la gauche. Moi je pense que le discours que vous avez eu, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous arrange de renvoyer, je pense, dos à dos l'extrême droite, parce que vous appelez, je comprends ce que vous voulez appeler par l'extrême droite, et l'islamisme, parce que vous dites, au fond, ils ont tous les deux le même problème, c'est diviser. Non, l'islamisme politique n'a pas pour projet de diviser, il a pour projet de conquérir. C'est pas ça le but de l'islamisme politique. D'accord ? L'extrême droite, ce que vous appelez l'extrême droite, c'est-à-dire, je comprends, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Dupont-Aignan, en somme, tous ceux qui s'opposent ici d'une manière différente de la vôtre, parce que je pense que vous vous y opposez, mais d'une façon qui est totalement inefficace, c'est au contraire de la combattre pour éviter que la France, que des quartiers, pas seulement des quartiers, mais des villes entières, changent de système juridique, et même plus que ça, parce que c'est le fond du sujet. C'est la question culturelle. C'est qu'au fond, il faut rappeler des évidences. La France n'est pas une terre d'islam. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des musulmans, mais ça veut dire, oui, mais la France, historiquement, culturellement, n'est pas une terre d'islam. Donc, ça veut dire que cette religion ne peut pas être traitée exactement de la manière. Comprenez bien ce que je vais vous dire. Les musulmans en France ont tout à fait leur place, ce n'est pas le sujet. Mais la façon dont cette religion se développe en France fait que dans d'innombrables villes, on ne vit plus à la française. On n'a plus le sentiment d'être en France. Et ça, voyez-vous, c'est le déni de la gauche. La réponse d'Antoine Léaumont très rapidement et on part en publicité juste après. Ça n'a pas de sens, à mon avis, d'en venir à des origines historiques. Parce que si on va par là, le français c'est de l'allemand à la base et du latin. Si on va par là, la religion catholique apparaît au bout d'un moment, etc. Bref, si vous revenez à des phénomènes historiques, vous vous empêchez de traiter les questions actuellement. Si on veut répondre aux questions sur l'islamisme, il faut se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans les quartiers où il se développe.
Et qu'est-ce qui se passe? C'est des endroits où l'État est parti. Donc vous voulez combattre l'islamisme, faites revenir l'État dans les quartiers d'où il est parti. La publicité. C'est parti pour la dernière heure de Soir Info Week-end avec Nathan Dever, Pierre Gentillet, Antoine Léaumont et David Weiss. On va parler à présent de Mila, cette jeune fille de 18 ans qui a vécu plusieurs années harcelée, menacée de mort pour ses positions contre l'islam et notamment l'islam politique. Elle a été également menacée et agressée hier sur les bords du Rhône à côté de Lyon, non pas pour ses positions contre l'islam, cette fois-ci c'est horrible de dire ça, c'est une banale agression, ce qui arrive un quotidien, et c'est ça qui est terrifiant, c'est le quotidien de tant de femmes en France. Et donc, elle a filmé cette agression. Vous allez voir que l'échange est particulièrement dur. Et puis, elle a été donc menacée. Elle a d'ailleurs porté plainte. Et selon certains de nos confrères, l'un des agresseurs a été interpellé. Voyez cette séquence et on en parle juste après. J'ai pas le droit, je suis pas intéressée par vos avances sexuelles, on me traite de pute et de travesti. Alors cassez-vous, aucune femme a envie de vous toucher avec un bâton, bande de fils de pute là. C'est eux. Oh mon Dieu. Ah ouais? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, ça. Voilà. Casse-toi, non. Alors, vous avez vu, cet échange est d'une extrême violence. Il y a eu quelques soutiens de certains responsables politiques sur Twitter, notamment de Jordan Bardella et Éric Zemmour. Écoutez, le président du Rassemblement national, c'était ce soir au micro de BFM. Ce que subit Mila, c'est ce que vivent en fait toutes les femmes en France. C'est le quotidien d'une femme française en 2022. Il y a plus une seule femme qui aujourd'hui peut se dire sereine lorsqu'elle sort dans les rues de France. Je pense que le harcèlement de rue et les violences qu'elles subissent aujourd'hui partout en France, que ce soit dans les grandes villes, dans les villes moyennes, à la campagne, est un véritable cauchemar. Et c'est d'autant plus un cauchemar que ce sont toujours les mêmes individus qui sont mis en cause. Le harcèlement de rue, la quasi-totalité du harcèlement et de la délinquance de rue dans notre pays est le fait d'étrangers ou d'immigrés. Messieurs, réaction, Nathan Dever peut-être. Tout le monde devrait apporter son soutien à Mila dans cette circonstance. Environ, je crois, une étude qui a été faite qui montre que 100% des femmes ont déjà été touchées sexuellement dans les transports ou agressées sexuellement dans les transports en commun, à Paris, je crois. Mais en tout cas, c'est représentatif du fait que là, on est confronté à une situation sidérante d'insécurité, où là ce n'est même plus une petite proportion de femmes qui peuvent se faire agresser, ou comme si l'agression était une contingence qui pouvait arriver, mais comme si là l'agression devenait une nécessité, c'est-à-dire que toutes les femmes vont connaître ça à un certain moment dans leur vie. Donc ça, c'est un problème central, parce que un État qui n'est pas capable d'assurer la sécurité sur ce terrain, là c'est un coup de canif dans le principe même, je dirais, du contrat social et dans le principe même de l'État de droit. David Weiss. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'en 2015, tout le monde était Charlie. Et aujourd'hui, personne n'est Mila, sauf quelques-uns qui sont courageux et qui effectivement apportent leur soutien à Mila. On devrait tous être Mila. Je suis désolé. Elle est victime de tout un tas de choses parce qu'elle a simplement eu le courage, maladroitement, parfois avec outrance, mais de dénoncer certains dérapages de la société. Et aujourd'hui, elle se retrouve bien seule quand elle est agressée. Et l'autre phénomène, c'est qu'on voit bien ce que donne la gestion à Lyon par une collectivité, aujourd'hui par des élus verts, écolos, socialos, communistes, qui ne savent pas assurer la sécurité de leurs concitoyens sur le territoire à Lyon, où on a eu depuis maintenant un an beaucoup de dérapages en matière de sécurité. À Lyon, c'est devenu le chaos quand même. Antoine Léaumont. Oui, et moi évidemment j'apporte mon soutien à Mila. J'ai regardé cette vidéo avant de venir et elle est assez parce qu'en plus on a sorti une séquence. Bien oui, sûr. Et puis on le voit pas dans le moment que vous faites, mais en plus il crache dessus, donc c'est vraiment très violent. On a flouté les visages. Vous avez flouté les visages, mais c'est pas flouté dans la vidéo et on voit qu'il y a en plus il crache en plus de faire des gestes, voilà. Mais ce que vous avez dit est juste, c'est une situation qui est vécue et je trouve ça un peu injuste d'aller mettre ça sur le dos d'une municipalité parce que ça arrive dans toutes les municipalités, qu'elles soient de droite, qu'elles soient de gauche, qu'elles soient d'extrême
d'extrême droite, qu'elle soit ce que vous voulez, Lyon, ça arrive partout parce que c'est un phénomène. Non, parce que c'est un phénomène qui est massif, qui s'appelle le patriarcat et qui donne ce genre de situation où des gens se disent, bah voilà, une femme est finalement transformée en un objet qui appartiendrait à des humains. Mais encore une fois, mettre sur le dos d'une population en particulier en disant c'est des gens qui sont immigrés, je sais pas quoi, qui sont responsables de ça. Monsieur Strauss-Kahn, il n'était pas immigré, je crois. Hein, Monsieur Zemmour, qui a une plainte qui est pendante, aussi non plus. Monsieur Darmanin, pareil. Donc tous les gens qui ont, ça veut dire une plainte pendante. Ils ont des. Ça veut dire quoi une plainte? Faites attention parce que. Non, mais je suis désolé. Quand ils sont eux-mêmes accusés d'avoir des agressions. Ouais, je veux bien. Essayez de rester sur Mila au lieu d'attaquer. Mais ce que je veux dire, non, mais ce que je veux dire, précisément, ce que je veux dire, c'est que si on veut lutter contre, il n'y a pas de chiffres sur ça. Si on veut lutter, c'est des chiffres qui sont massifs, qui sont dans toute la population. D'accord. Et des chiffres sur toute la population, je peux vous les donner. Alors, non, vous avez raison. J'ai un chiffre sur Paris. 52% en 2014, selon l'Observatoire national de la délinquance, 52% des mises en cause pour viol étaient des personnes de nationalité étrangère. Donc 48% Donc, si on ne veut étaient pas françaises. Oui, il y a combien de pourcents? Très intéressant. Il y a combien de pourcents d'étrangers en France? C'est 6% de la population. Donc ça veut dire 6% d'étrangers en France. Donc INSEE. Ça veut dire donc qu'on a une surreprésentation des étrangers s'agissant de cette criminalité. Le viol, généralement, c'est... on est dans le déni. Non, je suis pas dans le déni, mais le viol... On considère qu'ici, voyez, moi j'ai écouté cette vidéo, et sur cette vidéo, c'est intéressant parce qu'en fait, dans 90 Attendez, laissez-le terminer. S'il vous plaît, Antoine Léon. Non, mais juste, les personnes qui ont regardé cette vidéo. Vous répondrez juste après. Les personnes qui ont regardé cette vidéo, vous répondrez après, pas de problème, mais les personnes qui ont regardé cette vidéo, je pense qu'ils ont ressenti, les femmes en particulier, des comportements, des attitudes, des gestes, des expressions qu'ils entendent, qu'ils ont déjà entendues dans les transports en commun, quand elles se baladent, parce qu'en l'occurrence, ce sont des femmes tard la nuit. Voilà, il y a des gens qui se comportent mal en France, il y a des gens qui n'ont rien à y faire. Je ne dis pas, et ne me faites pas dire, parce que je le vois arriver, que tous les étrangers sont des violeurs. C'est absolument pas ce que je vous dis. Je vous dis, il y a des gens, ils se comportent mal, ils n'ont rien à faire sur notre territoire, ils doivent en repartir. Oui, d'accord, voilà. Ok. 90% des agressions sont le fait de personnes qu'on connaît. Pas le harcèlement de rue. Le harcèlement de rue, c'est un problème général. Oui. 90% des viols, c'est des gens qui sont connus. D'accord? C'est des gens que vous connaissez. C'est un parent, c'est un ami, c'est quelqu'un. Si c'est le sujet, c'est le sujet. Parce qu'au bout d'un moment, quand il y a des viols, la plupart du temps, c'est des gens qu'on connaît, d'accord? Et la plupart du temps, le problème. Des gens, à mon avis, non, parce que là, c'est du harcèlement de rue. Non, mais là, c'est du harcèlement de rue. C'est un problème qui est différent. Et le harcèlement de rue est un énorme problème. Et vous l'avez dit, le harcèlement de rue, c'est. Alors, si c'est un problème qui sont victimes du harcèlement, Antoine Léaumont. Si c'est un problème qui est différent, pourquoi utiliser, pour parler de ce problème qui est différent, parler d'une autre problématique? C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Parce que, encore une fois, on vient sur un truc en disant c'est la faute de certains, pas des autres, etc. Ce sur quoi il faut lutter, et moi je suis allé regarder aussi. Je suis allé regarder. Pourquoi vous dites que c'est le patriarcat? Mais parce que c'est ça le problème de fond. Vous savez quel est le pays en Europe où il y a le moins de viols par habitant? C'est la Pologne. En termes de patriarcat, c'est pas mal la Pologne. Ouais, d'accord, très bien. Mais si vous voulez lutter efficacement, si vous voulez lutter efficacement contre ça, il faut aussi que quand les gens vont porter plainte, leur plainte soit reçue de manière efficace par la police. D'accord? Parce que si on continue à chaque fois qu'une femme va à la police dire qu'elle a été victime d'une agression sexuelle, dire qu'elle a été victime d'une violence sexuelle, dire qu'elle a été menacée d'une agression sexuelle et qu'on lui dit bah oui, c'est pas vraiment notre problème, etc. On verra ça plus tard. Vous comprenez aussi que ça commence à poser un problème. Oui, mais sauf que c'est pas faites attention aussi, c'est des raccourcis. Le problème c'était la police, vous faites des raccourcis. Non, c'est vous qui le faites. Je dis que le problème c'est un problème de moyens aussi pour lutter contre les violences faites aux femmes. Les associations demandent 1 milliard d'euros pour lutter contre les violences faites aux femmes, c'est toujours pas mis, d'accord? Donc au bout d'un moment, il faut aussi être capable de mettre l'argent pour faire la formation, pour mettre les gens de lutter contre ça. C'est une explication du pauvre pour le coup cette histoire. Mais non, c'est pas une explication du pauvre. Tout va se résoudre à coup d'argent. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas les associations qui s'occupent de ces problèmes-là? Arrêtez avec cette histoire d'association, monsieur. Ce sont des comportements qui n'ont rien à faire. Et donc vous réglez le problème comment? À part en mettant de l'argent. Moi? Mais non, mais attendez, c'est très simple. Ces gens-là n'ont rien à faire ici. D'accord, ok. Ces gens-là n'ont rien à faire ici. Vous les virez. Il vous en reste 48%. Je vous réponds. Ok, très simple. Eh bien, écoutez, déjà, on règle la moitié du problème. C'est pas mal, vous en conviendrez. C'est bien. Deuxièmement, là, ça nous amène à un autre débat. C'est le débat de la politique pénale et de la récidive. Donc là-dessus, vous voyez, moi, je pense qu'on devrait durcir l'application des lois, l'application pénale et renforcer la taille, enfin en tout cas le nombre de nos places de prison, parce que nous n'avons pas assez de places de prison. Donc vous voyez, quand vous dites on va tout résoudre à coup de moyens, c'est faux. Nathan Devers, laissez passer un peu. Vous êtes en train de dire vous-même que c'est une question de moyens dans la justice, de moyens dans les prisons et de moyens dans la d'idéologie dans la justice. Et d'idéologie dans la justice.
Non, je voulais juste faire une toute petite remarque sur le fait que quand on parle de harcèlement de rue qui vise les femmes, il faut aussi cibler. Ce n'est pas, enfin, évidemment que c'est un problème de sexisme, mais c'est un problème aussi souvent qui relève de ce que j'appellerais les barbaries quotidiennes. Et les barbaries quotidiennes, elles visent les femmes sous forme de harcèlement de rue, mais elles peuvent aussi viser les hommes, peut-être moins souvent statistiquement, mais je veux dire des situations où des individus, les homosexuels, bien sûr, donc les minorités. Et puis tous ces comportements-là qu'on voit dans la vidéo, cracher au visage, insulter un inconnu dans la rue, etc., c'est des comportements qui visent aussi les hommes différemment, et pas avec les mêmes problématiques, et pas avec les mêmes enjeux dans l'agression, et ça ne se passe pas de la même manière, et c'est pas le même but, mais c'est un problème aussi d'insécurité globale. Vous en pensez quoi? Non, mais là, pour le coup, je suis entièrement d'accord. Il y a un souci sur les minorités en France, que ce soit les femmes, effectivement, quand elles se promènent seules, ou, comme c'est le cas avec Mila, avec sa compagne dans la rue, mais aussi certains homosexuels dans Paris qui ont été agressés depuis ces dernières années, toujours sous ce même angle, sous ce même prisme. Donc il y a un souci, effectivement, de pouvoir se promener, et pourtant on est dans Paris. Hein. Vous avez l'impression qu'on est dans la culture du déni sur ces thématiques-là, Pierre Gentillet? Je pense oui. Enfin, là, notre échange l'a un peu prouvé. C'est-à-dire que on va pas revenir sur le débat qu'on a eu, mais moi je pense que par rapport à il y a 30 à 40 ans, la société a considérablement changé, que, à mon avis, une femme qui sortait dans Paris, sur les Champs-Élysées, dans les années 70, c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Il suffit simplement d'en faire l'expérience. Les Champs-Élysées à 22h minuit, c'est assez compliqué. Voilà. Donc, je pense que notre société a profondément changé. Je pense que, malheureusement, ça va continuer. Nous sommes face à ce que Laurent Aubert appelle un ensauvagement de la société. Absolument. Et à mon avis, tant qu'on sera dans le déni, tant qu'on ne voudra pas voir ce bouleversement qui est aussi, mais pas que, mais qui est aussi lié au bouleversement migratoire, parce qu'il y a un lien entre l'immigration et l'insécurité. Les chiffres que j'ai cités ici, 52% des mises en cause pour viol en 2014 à Paris, c'était des personnes de nationalité étrangère. Tant qu'on ne voudra pas aborder ces questions, tant qu'on dira que c'est uniquement une question sociale, de voir uniquement les choses sous un prisme économique, on n'avancera pas. Non mais Antoine Léaumont, le mot de la fin. Non mais on peut pas. Vous avez tendance à dire, vous êtes dans le déni dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Moi, je suis pas d'accord avec vous sur l'analyse globale que vous faites. Je pense que, encore une fois, c'est une question de moyens. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous dites il faut construire des prisons. Moi, c'est pas spécialement des prisons que j'ai envie de construire. C'est de faire en sorte déjà que les femmes puissent porter plainte et que leurs plaintes soient suivies. Quand on est sur, je prends un autre thème qui concerne les violences faites aux femmes. C'est ce qu'on appelle les féminicides. Mais avant qu'elles puissent porter plainte, etc. Vous voulez pas essayer de réduire le nombre d'agressions intraconjugales. Vous voulez pas essayer de réduire avant qu'elles puissent porter plainte et que ça soit rapide? Bien sûr que si. C'est ça qu'il faut faire. Vous mettez des moyens. Vous formez les gens à l'école, par exemple. On pourrait avoir des. Mais là, vous voyez bien que c'est pas bien de harceler sexuellement. Pour dire aux gens que c'est pas bien. C'est très intéressant. C'est pas le rôle de l'école. C'est le rôle des parents. Ok, super, c'est bien. S'ils le font pas, alors c'est le rôle des parents. S'ils le font pas, qui c'est qui le fait? Je dis que c'est un problème qui n'est pas juridique, c'est un problème culturel. Non, c'est pas seulement un problème culturel. C'est aussi le rôle. C'est aussi le rôle de. Ne peuvent pas porter la kippa sans se faire agresser. Comment? C'est pas une question de moyens. Pourquoi dans certains quartiers de Paris, notamment dans l'Est parisien, des jeunes enfants juifs ne peuvent pas porter la kippa sans se faire agresser? On voit bien qu'il y a aussi aujourd'hui un problème. Mais c'est un autre. C'est encore un autre et qui est connexe avec le par ailleurs, tout à l'heure, vous avez. Non, mais par ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit les minorités qui se font agresser. Je suis désolé, les femmes, c'est la moitié de la population française. C'est pas des minorités. Donc c'est un problème global de société. Si on veut le régler, encore une fois, il faut y mettre les moyens. Moi, je suis désolé. Au moins, j'ai une proposition. Mettre 1 milliard d'euros. Pourquoi cette proposition? Parce que c'est ce que demandent les associations qui précisément sont engagées dans les luttes contre les violences faites aux femmes. La police. Comment? Sur la police. Sur la police, sur la justice, sur la formation. Est-ce que vous considérez qu'il peut y avoir un lien entre cette immigration massive et des phénomènes d'insécurité? Il n'y a pas d'immigration massive. Il y a de l'immigration. Non, mais c'est la position de la France insoumise, c'est intéressant. Il y en a toujours. Oui, non, mais c'est pas vous voulez résoudre encore une fois. Non, moi, je pose la question. Si on veut prendre le problème jusqu'au bout, si vous considérez qu'il y a un allez-y, terminez, on avance. Si vous considérez qu'il y a un problème avec l'immigration, pourquoi personne? Moi, je pose des questions. Je vous pose une question sur l'immigration. Si vous considérez qu'il y a vraiment un problème avec l'immigration, pourquoi aucun de ces candidats brillants qui nous disent qu'il faut dégager tout le monde ne traite le problème à la source, c'est-à-dire le problème du fait que les gens partent de chez
chez eux pour plusieurs raisons. 1, les guerres. 2, les accords économiques. Il y a une situation d'urgence peut-être. 2, les accords économiques. Aujourd'hui, avant de traiter, comme vous dites, le problème à la source, il faut déjà régler ce qui se passe chez nous. Mais peut-être après, en fait, ce qui est insupportable pour des millions de femmes dans ce pays, c'est quand on met les phénomènes d'agression sur une partie de la population, vous ne traitez pas le principal problème. Je n'ai pas l'impression que votre proposition... une phrase. Si, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. Les agressions sexuelles viennent pour l'essentiel de gens qui sont connus, d'accord? Ça vient du cercle familial, ça vient des amis, ça vient des gens qui vous mettent du GHB dans votre verre, et la plupart du temps, les gens qui vous mettent du GHB dans votre verre, bah si, parce que ça m'agace. Et je pense qu'il y a des millions de femmes qui sont agacées d'entendre ce genre de propos. C'est bien évidemment pour ça qu'on parle de sujet, mais sauf qu'on parle de... Attendez, s'il vous plaît, on parle de Mila, vous me parlez d'une société qui est globale. Je ne suis pas sûr que les propositions de Jean-Luc Mélenchon soient finalement... le harcèlement de rue, non, c'est pas ça qui permettent d'aider le plus rapidement possible Mila. C'est aussi simple que ça. Mais ceux qui font du harcèlement de rue... Mais posez-lui la question, Le wokisme. À présent, le wokisme. On va prendre un peu de hauteur, s'il vous plaît, puisque Raphaël Enthoven... Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe? Je veux bien qu'on prenne de la hauteur avec Raphaël Enthoven, mais ça va me sembler compliqué. Vous n'aimez pas les philosophes? Si, j'ai écouté ce qu'il a dit, mais vous allez voir. Il était l'invité de Mathieu Bocoté et Patrice Boisfer samedi. Il a été question de wokisme, du wokisme. Écoutez ce qu'il a dit. Le wokisme est un racisme. Le wokisme est un racisme. C'est une façon tout simplement de doter la couleur de la peau, quelle que soit la couleur dont on parle, de qualités absolues ou de vices définitifs. Le wokisme est un racisme, c'est un enfermement, c'est une assignation identitaire. Et en cela, c'est un adversaire. Parce que il faut bien comprendre que toute assignation identitaire, c'est ce que je raconte dans le livre. Les animaux aiment aller sur la place du cirque pour discuter. Et pendant longtemps, ils y vont en laissant leurs préjugés au vestiaire, en arrivant pour penser contre eux-mêmes. Ça les fait marrer. Et puis, à mesure que le temps passe, au lieu de laisser leurs préjugés au vestiaire, ils arrivent avec la carapace, c'est le cas de le dire, de leurs identités. Et les disputes... Alors, il y a beaucoup plus de disputes, il y a moins de discussions, et en réalité, les animaux ne discutent plus, ils s'entretuent, ils se débattent parce qu'ils arrivent uniquement avec des identités qui sont des valeurs en soi. Alors, on a posé la question sur Twitter. Le wokisme est un racisme, plaide le philosophe Raphaël Enthoven. Êtes-vous d'accord? Voyez la réponse. Un peu plus de 3800 personnes ont réagi. 82% oui, 18% non. Je me tourne vers le seul agrégé de philosophie autour de cette table, Nathan Devers. Est-ce que le wokisme est un racisme? Je suis en désaccord avec Raphaël Enthoven pour plusieurs raisons. La première, c'est que il faudrait savoir ce qu'il entend précisément par le concept de wokisme. C'est un concept très flou. Les uns y mettent la théorie de l'intersectionnalité, les autres des théories relatives au genre, les autres des théories relatives au décolonialisme et aux études coloniales et néocoloniales. Donc tout cela en fait un concept flou. Deuxièmement, je pense que Raphaël Enthoven fait ici une erreur qui, à mon avis, assez importante. C'est que toute théorie politique, on peut la juger soit par son sommet, c'est-à-dire par sa version la plus intelligente, soit par une version idiote, celle qu'on peut trouver chez des personnes qui la défendent un peu mal. On peut faire ça avec le marxisme, le capitalisme, le libéralisme, etc. Toutes les théories. Donc là, je pense que Raphaël Enthoven, ce qu'il fait, c'est qu'il juge ce qu'il appelle le wokisme, non pas par son sommet, c'est-à-dire par des théoriciens qui ont proposé de penser cette théorie, mais par une version un peu frelatée de cette théorie. Alors, en l'occurrence, si on prend par exemple une définition classique du wokisme comme la théorie de l'intersectionnalité, c'est une théorie qui a des origines récentes. Qui est quoi? Définissez pour nos téléspectateurs. Alors, justement, je vais le faire. Ça vient d'un article qui a été écrit par une femme qui s'appelle Kimberly Crenshaw sur la situation. Elle prenait l'exemple des femmes de ménage noires travaillant aux États-Unis. Et en fait, elle montrait que ces femmes-là subissaient des relations de domination et de pouvoir qui étaient à la fois socio-économiques, des femmes de ménage, à la fois sexuelles parce qu'elles étaient des femmes, et à la fois relatives au racisme parce qu'elles étaient noires. Pourquoi cette théorie s'est imposée progressivement avec les années? Pour une raison très simple. C'est qu'en fait, le féminisme classique, le féminisme, disons, de Simone de Beauvoir, péchait par abstraction. C'est-à-dire qu'il disait, il y a les femmes, comme s'il y avait la femme. Un peu comme l'éternel féminin dont Goethe parle à la fin du Faust. Comme si la femme, c'était une entité et que toutes les femmes étaient pareilles. Et en fait, la théorie de l'intersectionnalité est venue dire, non mais attendez, il faut arrêter de penser l'universel comme quelque chose d'abstrait. Les femmes, elles existent avec plein de singularités, et il faut penser toutes ces singularités et tous ces particularismes. Alors ensuite, une chose, et là je suis en accord partiel avec Raphaël Enthoven sur un point, c'est que cette théorie, qui est une théorie franchement assez intéressante d'un point de vue sociologique, c'est vrai que pour la mettre en pratique du point de vue du militantisme, pour l'instant ça n'a pas marché parce qu'elle a souvent produit des effets inverses, c'est-à-dire des effets de renfermement identitaire, alors que le principe même de sa théorie c'était de faire l'inverse, c'était d'échapper aux abstractions et de dire la femme, les noirs, etc. pour penser les choses dans le détail et dans la précision. Donc ça c'est vrai, mais c'est pas parce qu'une théorie a du mal à se mettre en pratique qu'il faut l'invalider. Et la dernière remarque que je ferai, c'est qu'évidemment, s'il y a parfois, on a pu l'observer
observer ici ou là des mécanismes de censure qui sont associés à cette théorie. Le roman d'Abel Quentin récent, le Voyant des Tempes, en parle. Évidemment, il faut condamner ces phénomènes de censure. Mais ça n'a rien à voir avec la théorie en elle-même. Messieurs, bon courage après ça. C'était long, mais c'était bon. Désolé, oui. Pierre Gentillet. Bah oui, c'est moi qui dois parler après. Oui, non, mais moi je vais poursuivre. Nathan a parlé du philosophique, moi je vais poursuivre sur le politique, parce qu'il y a une traduction politique du wokisme, c'est-à-dire que beaucoup de choses nous viennent des États-Unis. Là, effectivement, maintenant, c'est le wokisme, et on en parle de plus en plus depuis quelques années. On en parlait au départ dans les universités françaises. Bien sûr. Exactement. Et après, tout ça a infusé, parce que le milieu militant, il y a beaucoup d'étudiants, et évidemment, ça a infusé, notamment dans des partis politiques à gauche, à l'extrême gauche, etc. Moi, ce que je trouve intéressant avec ce qu'on appelle le wokisme, et je rejoins Nathan, c'est un mot valise. C'est que sa réception à gauche a quelque chose d'assez ironique. C'est-à-dire que le discours de la gauche est en train de s'inverser sous la pression de cette nouvelle idéologie woke intersectionnelle. C'est-à-dire qu'au départ, le discours, c'était de dire il n'y a pas de race, il n'y a pas de distinction, nous devons tous être absolument égaux devant la loi. En fait, aujourd'hui, de fait, la loi française, la Constitution française fait que tout le monde est égaux devant la loi, peu importe sa race, peu importe son origine. Voilà, c'est inscrit dans notre Constitution. Donc, aujourd'hui, on a un retournement. C'est-à-dire, on va dire, oui, mais le problème, c'est pas vraiment la loi, vous comprenez, il faut avoir une appréciation sociologique, une appréciation réaliste, au fond. Alors, c'est intéressant parce que ces gens-là nous parlent de tout ça, mais les statistiques ethniques sont interdites en France. Et pourtant, ils nous disent en permanence qu'il y a des discriminations extrêmement importantes sur la couleur de peau, sur l'origine, enfin, sur l'orientation sexuelle, etc., etc. Je ne dis pas qu'il y a des discriminations en France. Mais de là à en faire un créneau politique, de là à penser qu'il y a là un schéma à adopter pour la gauche, ça me semble à l'opposé de son logiciel universaliste. Ah, c'est la pub. Ah si, c'est la publicité, c'est la publicité. Ce que je vous propose, vous allez avoir de la chance, parce que la publicité, elle dure quoi, 4 minutes? C'est une question qu'on pourrait même poser au bac, au sujet de philosophie. Le wokisme est un racisme. Êtes-vous d'accord, oui ou non? Antoine Léaumont, vous n'avez pas, non pas 3 heures comme pour le bac à l'heure. Je vais répondre après la pub. Vous allez avoir 4 minutes. 4 minutes et on aura votre réponse concise, parce qu'il nous reste des thèmes. On va parler de l'Ukraine, on va parler du pouvoir d'achat. On est en train de parler du wokisme, puisque pour Raphaël Enthoven, le wokisme est un racisme. On a eu cette analyse, expertise de Nathan Devers tout à l'heure, juste avant la publicité. On a entendu Pierre Gentillet. Antoine Léaumont, le wokisme est un racisme ou non? Non, moi je pense que Raphaël Enthoven fait une grosse erreur qui est celui de se tromper sur les mots. Wokisme, ça veut dire quoi? Woke, ça veut dire éveiller. C'est ça, c'est de là que ça vient. Ça veut dire éveiller aux problèmes de discrimination, de racisme, de sexisme, etc. Les wokistes, entre guillemets, ne disent pas que les races existent. Ils disent que le racisme existe. Et c'est ça, toute la différence et tout le truc qu'a priori n'a pas conduit à c'est qu'il y a les races. Mais précisément non. Et c'est là aussi la réponse que je voulais vous apporter. Faire des statistiques ethniques, ça exige une chose, ça exige de reconnaître qu'il existe des races. Voilà, c'est ça le problème. Vous faites des statistiques ethniques, vous n'êtes plus dans le rôle de l'universel qui considère que les êtres humains... Ben oui, mais bien sûr. Mais donc, si vous faites ça, vous allez dans la logique... Vous avez dit les wokistes devraient admettre les statistiques ethniques. Bah précisément non, puisqu'ils ne sont pas d'accord pour dire qu'il existe des races et qu'ils disent que les êtres humains sont égaux entre eux et que certains ne sont pas d'accord avec ça et que donc, ce qu'il faut étudier, c'est non pas les races, je ne sais quoi, c'est étudier ce qui est la cause du racisme, ce qui sont les discriminations qui sont subies. Voilà, moi je pense que Raphaël Enthoven commet une grosse erreur en comprenant pas le sens des mots qu'il emploie. Bon, et est-ce que vous êtes wokiste en quelque sorte ou pas? D'une certaine manière, je pense qu'on l'est tous. Si on est anti-raciste. Je ne suis pas sûr, peut-être on va demander. David Weiss, je n'ai pas la même définition du wokisme que vous, mais c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Parce que le wokisme, c'est finalement être anti-républicain. La République, non, la somme des intérêts particuliers n'est pas l'intérêt général. Or, la République, c'est l'intérêt général. Et là, le wokisme, c'est la somme des intérêts particuliers. Et pourquoi vous pensez que ça fonctionne pour le marché alors? Voire supprimer certains petits intérêts particuliers parce qu'ils ont par le passé eu quelques récriminations. Et c'est en fait, vous êtes en train de déconstruire la République. C'est ce qui m'inquiète. Non, ça vous pouvez pas dire ça. Non, mais par ailleurs, je constate que ce que vous dites pour la République, vous ne l'appliquez pas pour l'économie. C'est-à-dire que les libéraux, en général, ont tendance à nous dire que la somme des intérêts individuels va finalement faire par la main invisible du marché que tout fonctionne bien. On voit bien que c'est pas le cas et que ça fonctionne pas. Et la République républicaine sont deux choses différentes. Oui, mais vous m'avez attribué des positions qui sont pas les miennes, précisément. Moi, je ne suis pas. Enfin, ce que vous avez dit de ma position n'est pas celle que je défends.
Vous avez tous eu plus de 10 à cette question philosophique sur le wokisme. Passons à l'Ukraine à présent, cette crise ukrainienne. Vous savez qu'Emmanuel Macron s'est une nouvelle fois entretenu avec Vladimir Poutine aujourd'hui. Découvrez ces photos d'ailleurs de Swazig de la Moissonnière, qui est la photographe officielle d'Emmanuel Macron. Vous allez le voir, Emmanuel Macron, c'était ce dimanche avec le visage, la barbe qui n'est pas rasée. Le ton est très sérieux. Vous voyez qu'il est au téléphone. Ça a duré 1h45 avec Vladimir Poutine. Il n'y avait pas de descriptif. On aurait pu d'ailleurs décrire. Regardez, je suis. On dirait. Allez-y. On dirait des. Pardonnez-moi, mais je sais pas, il joue à James Bond là, je veux dire. Non, mais il y a un code. Attendez, on peut le prendre. Alors pour le coup, il faut aussi. Chacun le prend comme il veut. Hein. Moi, je vous dis comme je le prends. Enfin. Prenez-le aussi effectivement comme vous le voulez. Ce qui est vrai, c'est que le cas est grave, la situation est gravissime, et qu'il a le mérite quand même d'être le négociateur. Non, pourquoi? Ah bah d'accord. Négociateur, faut être neutre. Mais oui, il n'est pas neutre, il est dans le temps. Voilà. Il a mis la France dans une situation qui est, à mon sens, terrible. Parce que il s'est directement, dès le début, aligné sur les positions de l'OTAN, et en disant en plus que nous garantirions l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ce qui veut dire, du point de vue des Russes, directement qu'on s'inscrit dans un bloc. Et quand Macron est allé négocier, je mets des gros guillemets, avec Poutine en Russie, vous avez vu la manière dont il a été reçu, qui était déjà une humiliation pour notre pays. Et il est reçu de cette manière-là parce qu'il est considéré comme étant un vassal des États-Unis à l'intérieur de l'OTAN. J'ai l'impression que Vladimir Poutine considère que son interlocuteur le plus sérieux et avec qui il peut avoir le plus de discussions en Europe, c'est pas forcément Biden, c'est aussi en Europe, j'ai dit. Emmanuel Macron. Ils ont été discutés. En Europe. D'accord, mais chancelier allemand. La dernière fois, ils ont été discutés entre Biden et Poutine de la sécurité en Europe. Il n'y avait même pas un Européen qui était présent. Donc, il y a une situation qui est une situation de tension, qui est par ailleurs due pour beaucoup aussi à des raisons économiques, parce que les États-Unis veulent nous vendre leur gaz de schiste à la place du gaz russe qui nous coûterait plus cher par ailleurs, ce qui ne serait pas très avantageux pour nous. Et donc, l'essentiel des pipelines, pour l'instant, passe par l'Ukraine. Ils veulent faire un pipeline, les Russes et les Allemands, du côté du Nord, Nord Stream 2, qui passerait au Nord. Mais donc, là, en ce moment, comme ce pipeline n'est pas en activité, l'essentiel est concentré sur la question de l'Ukraine. Donc, si invasion de l'Ukraine, question très rapide, et je veux qu'on parle du pouvoir d'achat juste après, mais si invasion de l'Ukraine et que les militaires russes envahissent et vont jusqu'à Kiev, est-ce que la France doit intervenir militairement? Mais on le fera pas, regardez. Je ne dis pas est-ce qu'on va le faire, c'est est-ce qu'on doit le faire? Moralement, on doit le faire. Moralement. Intéressant. Mais on fait une guerre mondiale. Comme pour la Crimée, on ne le fera pas, on ne fera rien. L'Allemagne a envoyé 5000 casques pour défendre les Ukrainiens. Moi, la seule chose qui m'interpelle, c'est que souvent l'argumentaire consiste à dire imaginez s'il y avait un pays pro-russe à côté des États-Unis, est-ce que les États-Unis le supporteraient? Il y en a eu un pendant longtemps, il y en a eu plusieurs, Cuba. Il y en a eu un notamment qui s'appelait Cuba. Et alors, c'est difficile de faire de l'histoire avec des si, mais moi je fais partie des gens qui, si j'avais vécu à l'époque du Tché. On a vu ce qui s'est passé quand même. J'aurais été le premier. À deux doigts d'une guerre à haute intensité. Bien sûr, mais moi j'aurais été le premier à condamner les politiques agressives des États-Unis sous prétexte que Cuba était à quelques kilomètres des côtes américaines. Donc je trouve que de la même manière, l'argument devrait s'appliquer à l'Ukraine et à la Russie. C'est un plateau pro-russe, quoi. Non, moi je dis je plaisante, regardez quand même. Je ne sais pas du tout. J'ai le droit de vous dire. Mais c'est peut-être un plateau. Vous avez le droit d'être pro-russe. Ce que je disais, c'était que de la même manière que quand les États-Unis voulaient s'attaquer à Cuba sous prétexte que c'était proche, c'était condamnable. De la même manière, je trouve que quand la Russie s'attaque à l'Ukraine sous prétexte que c'est proche, je trouve ça tout aussi condamnable. Mais c'est les deux en fait. Il faut à la fois condamner le fait que la Russie puisse entrer en Ukraine, on n'est pas d'accord avec ça, et il faut à la fois condamner le fait que les États-Unis essayent d'intégrer l'Ukraine à l'intérieur. Vladimir Gentillet, allez-y. C'est ce que j'allais dire. Que l'Europe est à terme un partenaire. Très vite, on termine avec le pouvoir d'achat. Mais il faut quand même replacer, pardonnez-moi, un peu de contexte. Là, on nous dit, est-ce que la Russie peut demain envahir l'Ukraine? On a l'impression que c'est la Russie qui est en train de se rapprocher de nous. Non, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est l'OTAN qui se rapproche progressivement de la Russie. À la chute de l'Union soviétique, il avait été promis aux Russes que l'OTAN ne s'étendrait pas au niveau des frontières de la Russie. Les Américains n'ont pas tenu leur parole. Les bases de l'OTAN, les Américains, sont allés jusque dans les États baltes. Il nous reste aujourd'hui, vraiment deux phrases. Et parce que c'est un sujet important, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'Ukraine, qui est un État fragile, qui est un État qui est lié culturellement, historiquement avec la Russie, aujourd'hui, les Américains font pression, mais c'est pas depuis hier, mais depuis plusieurs années, pour que l'Ukraine entre dans le bloc otanien
entre dans le bloc occidental. Et ça, la Russie ne peut pas l'accepter, c'est logique. Retour en France, le pouvoir d'achat de Français sur 10, c'est quand même hallucinant, juge le bilan d'Emmanuel Macron positif concernant le pouvoir d'achat, ce quinquennat. Si, c'est 20%. Non, c'est pas ça. Bah si, c'est ça. Bah si, c'est ça. Non, c'est 22% sur le pouvoir d'achat qui juge positif. Dans le sondage du JDD sorti aujourd'hui, c'est 2 Français sur 10. Ah pardon, j'avais compris un Français sur 2. Autant pour moi. Je sais qu'il est tard. Je sais qu'il est tard, que vous êtes fatigué, que tout ce débat autour de Mila et du wokisme vous a mis en difficulté. Mais restons sérieux pour les 4 dernières minutes, s'il vous plaît. Voyez, non mais j'ai compris un peu le regard embrumé. Elisa Lukavski va tout nous expliquer. Okay. Le ressenti des Français, il est sévère. Pour seulement 22% d'entre eux, le bilan d'Emmanuel Macron est positif en matière de pouvoir d'achat. C'est une diminution de 8 points par rapport à avril 2021. À titre de comparaison, 50% des Français jugent son bilan positif en ce qui concerne sa gestion de la crise sanitaire. Et quand on demande aux Français comment ils jugent l'évolution de leur propre pouvoir d'achat au cours des 5 dernières années, eh bien là encore, le constat, il est implacable. Pour 69% d'entre eux, il a diminué ce pouvoir d'achat. 18% jugent qu'il est resté stable, alors que 13% estiment qu'il a augmenté. Et pourtant, eh bien, c'est cette dernière catégorie qui a raison, puisque contrairement aux idées reçues, selon l'OFCE, il a progressé le pouvoir d'achat de 1% par an entre 2017 et 2022. Une progression qui s'explique par la création d'emplois, mais également par la baisse de certains impôts. Mais si les Français ont cette vision négative de leur pouvoir d'achat, c'est surtout parce que eh bien, les prix des produits du quotidien, eux, ils ont flambé. Regardez, on a pris des exemples avec le café, plus 2% en un an. Idem pour les pâtes, plus 7% en moyenne. Même chose concernant le carburant qui enregistre une hausse supérieure à 21% en un an. Vous l'avez compris, il y a une différence entre la perception des Français et la réalité. Mais le pouvoir d'achat reste bel et bien un caillou dans la chaussure de l'actuel président de la République. Les Français déçus par le bilan sur le pouvoir d'achat, qui est la priorité des priorités pour cette campagne présidentielle. Les Français, et vous vous souvenez de ce chiffre, 62% des Français qui étaient déçus du bilan en matière sécuritaire. Mais qu'est-ce qui fonctionne ? Alors, qui sont les 2 Français sur 10 qui apprécient la hausse du pouvoir d'achat sous Emmanuel Macron? Ce sont les milliardaires, les très riches, les gens qui avaient déjà un pouvoir d'achat qui est très élevé. Emmanuel Macron, sa généalogie politique, c'est l'homme qui a flexibilisé l'économie quand il était ministre à Bercy. C'est l'homme d'un libéralisme sauvage. C'est l'homme qui a déclaré récemment, dans un entretien à la télévision, qui a dit qu'il avait découvert certaines inégalités sociales quand il était président. Vous vous souvenez, quand il était allé en Seine-Saint-Denis, il avait dit « Oh, il y a des gens pour qui le confinement est désagréable ». Donc en effet, c'est un homme qui est totalement sourd à la question sociale, et on a vu le et qui est en tête dans les sondages. Pardon ? Et qui est en tête dans les sondages. Et qui est en tête dans les sondages, oui, parce que c'est vrai les oppositions se sont peut-être constituées pendant ces 5 ans, qu'il a été peu critiqué, en tout cas pas assez critiqué, je trouve, ces 2 dernières années, Macron. Mais en tout cas, c'est voilà. Ce que je voulais dire, oui. Et le coronavirus aura accéléré, multiplié par 2, par 10, ce sentiment de fragilité et de vulnérabilité du pouvoir d'achat. Oui, on est qu'au début. Rembourser la dette Covid. Sur la dette Covid, sur la fiscalité qui va exploser, parce qu'avec 3 000 milliards d'euros de dette, on va devoir augmenter les impôts, quel que soit d'ailleurs le prochain président, mais surtout M. Macron. Et il a promis de ne pas augmenter les impôts. Mais c'est pas vrai, et on sait très bien allonger le temps de travail, donc la pénibilité va être forte, et par ailleurs, les prix vont continuer d'augmenter. L'énergie, et les matières premières, et les fruits et légumes, un truc tout bête, plus de 28%. Antoine Léaumont. Allez, les 2 dernières minutes. Précisément, vous avez 2 choix. Soit le choix de reconduire Emmanuel Macron à cette élection présidentielle, et effectivement, il va nous faire la pire cure d'austérité qu'il ait jamais fait, parce qu'il va vouloir re-rentrer dans les clous de Bruxelles. Vous avez les clous de Bruxelles, elle est pas mal, c'est exprès. Mais vous avez une autre possibilité qui est celle de voter pour Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, ou pour les mesures sur le pouvoir d'achat. Mais non, mais des réponses concrètes. On parle de l'augmentation des prix. L'augmentation des prix, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bloquer les prix de certains produits de nécessité, bloquer les prix du gaz, du pétrole et. C'est ce qui est fait pour le gaz. C'est fait, mais après la hausse. Ils sont gelés de 4%. C'est un peu ça. Non, mais la hausse, elle devait être. Alors là, mais moi, on va se perdre dans les chiffres. En mars, ça devait être de 16%. Elle est finalement que de 4%. Bien sûr, mais vous pouvez bloquer les prix. On peut bloquer les prix d'achat par le travail. Pierre Gentillet en 40 secondes. Pierre Gentillet, le mot de la fin pour l'avocat. Le SMIC à 1400. Maître, essayez de plaider pour le président de la République. Vous lui tapez dessus depuis 2 heures. Oui, je continuerai à le faire dans les émissions qui suivront. Non, mais si vous voulez, le pari. Moi, je réagis à votre bandeau en 30 secondes, puisque c'est le jeu pari manqué
pour Macron, moi je pense que c'était pas son pari. Enfin, qui est Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, c'est l'homme d'une sociologie, c'est l'homme d'une classe, pour utiliser un terme qui est cher à la gauche. Mais bien sûr, c'est-à-dire que Emmanuel Macron ne veut pas, et il a très bien compris la Ve République, le but c'est d'avoir le plus d'électeurs possible au premier tour et un épouvantail contre lui au second tour. Il dirige avec une classe plutôt aisée, une classe de retraités aussi très aisée, il faut le dire, d'urbains, pour qui ça marche et qui l'a récompensé. Et c'est terminé. Et c'est terminé, je vous remercie tous les quatre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, vous le savez, ça m'aide beaucoup. Je trouve toujours ça très intéressant, donc n'hésitez pas. Je les lis et il m'apporte beaucoup, donc faites-vous plaisir. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!